compréhension de tous les dieux pour l'humanité, et ça ne va pas jusqu'à faire le travail de l'humanité à sa place. L'humanité a besoin de cartes géographiques, a besoin de boussoles, a besoin d'instruments de navigation, elle a besoin d'instruments pour commander sa marche et d'instruments pour que la marche existe indépendamment des vents, indépendamment du courant, indépendamment des tendances naturelles. Donc, ces instruments-là, le premier de ces instruments, c'est apprendre à penser les événements, apprendre à réfléchir. Je dirais presque que la première phrase du discours de la méthode de Descartes est d'une actualité extraordinaire. Ne jamais prendre pour vrai que ce qui se présente évidemment comme tel, c'est-à-dire éviter soigneusement la prévention, la précipitation, etc. Est-ce que cela se fait maintenant? Quand il m'arrive d'écouter, enfin d'entendre les médias, quand il m'arrive de lire un article ou n'importe quoi, je suis désolé, mais je trouve qu'ils prennent pour évident ce qui leur paraît être vrai. Ils prennent pour évident les bêtises que l'on peut dire, y compris quand on dit la bêtise et son contraire. Je ne trouve pas le moindre sens critique à tout ce qui est dit. On trouve du tadbin, des gens qui applaudissent, des gens qui encensent d'autres et qui, le lendemain, brûlent ce qu'ils ont encensé la veille. Et on ne trouve pas de gens qui réfléchissent au pourquoi. Par exemple, quand en 1987, Bourguiba a été renversé par Ben Ali, les gens ont trouvé très utile la Tunisie ce renversement parce que ça nous débarrassait d'un dictateur un peu sénile, et ils ont pris pour argent comptant le fameux discours du 7 novembre. Très peu de gens se sont demandé ce que signifiait l'événement et comment il avait été préparé. Personnellement, je fais partie de ceux qui ont analysé cet événement comme la consécration de l'emprise du parti unique sur toute la société et l'élimination de tout ce qui pouvait empêcher ce parti de déployer sur l'ensemble de ses capacités pour faire taire tout discours un peu contestataire, pour essayer de fermer toutes les issues à l'intelligence humaine. Ça a marché. Ça a marché parce que, précisément, on ne s'est pas posé la question du pourquoi. Les gens qui ont combattu Ben Ali ne le combattaient pas au nom de ce qu'il avait installé un régime de parti unique qui empêchait toute pensée, toute initiative, mais ils l'ont combattu au nom du caractère apparent du régime, c'est-à-dire l'apparence policière et totalitaire. Résultat, ces gens-là qui ont fait mener une activité très utile, certainement, n'ont pas été capables de parler aux Tunisiens. Les Tunisiens n'écoutaient pas, parce que la plupart des Tunisiens n'étaient pas touchés directement par la
l'aspect dictatorial de la politique. Ils n'étaient pas torturés jour et nuit. Donc, tout ça, la liberté de presse et tout ça, ça ne les intéressait pas beaucoup. Mais ce qui les aurait intéressé, c'était qu'on leur donnât des indications sur la façon de vivre mieux, de vivre d'abord. La façon d'empêcher les raquettes que faisaient quotidiennement tous les membres du parti à la porte des hôpitaux, des administrations, etc., dans les maisons, la façon d'empêcher le chantage quotidien du responsable du parti, du RCD à l'époque, mais c'était la continuité du parti des Souriens, qui disait aux gens, donne-moi ceci ou cela, sinon je te dénonce comme islamiste, je te dénonce comme révolutionnaire, je te dénonce. Et en général, les dénonciations avaient un effet. Donc, tous ces aspects réels de la vie quotidienne du Tunisien n'étaient pas perçus par les opposants qui ne s'intéressaient qu'à l'aspect que eux vivaient, la dictature, l'absence de liberté de parole, d'organisation, etc. Résultat, comme les dissidents des pays de l'Est, ils se sont adressés non pas à leur peuple, mais aux opinions étrangères censées être démocratiques. Certes, ces opinions ont permis à certains d'entre nous, enfin certains de nos camarades, d'émigrer, d'échapper à la répression ou de subir moins fort la répression, mais il s'est trouvé qu'un jour, quand le peuple s'est exprimé, ces gens-là n'ont rien compris et ont participé avec les pires ennemis du peuple à rétablir ou à essayer de rétablir en partie le pouvoir de ceux contre lesquels ce peuple s'était soulevé. Ils n'ont rien compris ni à la révolution de 2011, ni à ce qui s'est passé ensuite. Ils ont été parmi ceux qui se sont élevés contre le risque de chaos qui allait survivre, arrivé après la Révolution. Et effectivement, le chaos est arrivé, mais ce n'était pas du tout à cause de la Révolution. Le chaos a été institutionnalisé par les ennemis de la Révolution. Bon, ceci c'est encore un exemple. Il y a dans ce livre beaucoup de choses. Je voudrais dire deux mots simplement à propos des intellectuels. Au départ, la réflexion sur les intellectuels m'a été imposée pratiquement par une série de rencontres avec des gens, dont certains intellectuels universitaires, disons économistes brillants, avaient commencé à mettre en doute leur travail. Alors là, j'étais très heureux. J'avais enfin, en face de moi, des intellectuels qui disaient « Attention, pour faire mon travail d'intellectuel, il faut d'abord que je mette en cause les outils avec lesquels je travaille. » Et il y a eu un tremblement dans le milieu intellectuel, dans ce milieu intellectuel d'économistes, dans lequel je croyais apercevoir le changement de logiciel, on dirait aujourd'hui, avec lequel travaillaient ces gens-là, hélas. Et ils ont pleuré, beaucoup pleuré sur l'incapacité de leurs outils à rendre la situation, mais ils ont continué à utiliser les mêmes outils et on continue aujourd'hui à considérer que
les outils universitaires, académiques, bourgeois, sont les seuls valables. On considère qu'il n'y a pas d'autre vérité que celle des Chicago Boys ou des économistes de tel ou tel organisme international, le FMI, l'ONU. Et on oublie par exemple que dans ces organismes internationaux, il y a eu un court moment, des penseurs qui ont pris le contre-pied total de toutes les courants économiques du monde, et qui demandaient en 1971, dans la fameuse charte de Rome, l'arrêt de la croissance. Et ils préconisaient la croissance zéro pour permettre aux pays. Je fais une petite